Installez-vous. Il reste quelques places, mais c'est les toutes dernières. Vous me dites, hein? Je vais prendre une bouteille d'eau en attendant, alors. Vous avez annoncé que ça démarrait? Eh ben voilà. C'est bon? Et au niveau de la caméra, c'est bon aussi? Aussi? Super. Bon, bah écoutez, bonjour à tous. Il est 10h30, nous sommes 3/4 d'heure ensemble, et peut-être plus si vous le souhaitez, après. Je vais vous parler aujourd'hui de l'expérience, que j'ai baptisée comme le nouveau Graal des marques et des consommateurs, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une véritable alchimie qui doit se créer entre ce qu'on appelle communément l'expérience, et on y reviendra. Qu'est-ce que l'expérience? Ce qu'en attendent les consommateurs, et donc ce que doivent fournir les marques aujourd'hui, pour quelque part renouer la confiance du consommateur avec la marque, avec ses produits, avec sa communication. Et c'est ça le lien avec le Vidéo Share Festival, c'est le lien avec le contenu, que ce soit la vidéo, mais vous verrez qu'on parlera beaucoup de nouveaux types de contenus qui ont été abordés ce matin, en partie, à savoir la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Alors, voilà. Juste en guise d'introduction, donc je m'appelle Philippe Bornstein, j'ai créé Netineo, une société qui est spécialisée dans tout ce qui est contenu vidéo, AR, VR, en 2007. J'ai commencé par développer une plateforme pour faire du live en vidéo sur Internet. Il y a 10 ans, 11 ans, c'était définitivement trop tôt. Et donc après 2 ans et demi d'efforts pour essayer d'emmener le marché sur ce nouveau usage de la vidéo online en direct, sur des flux linéaires, avec une plateforme qui permettait à toute personne, toute entreprise de diffuser, brancher ses caméras, diffuser en 3 clics, j'ai abandonné l'aventure technologique. J'ai décidé de plutôt aider des entreprises qui avaient les moyens d'adresser le marché et de développer leur technologie pour les accompagner sur la France en tant que consultant. Et j'ai donc travaillé comme ça sur des plateformes de publication pour des entreprises qui avaient levé beaucoup d'argent. Brightcove avait levé déjà à l'époque plus de 100 millions de dollars. C'était le leader mondial des plateformes vidéo pour les médias et pour les marques. Puis ensuite, j'ai travaillé avec Ouyala, qui est devenu lui-même le nouveau leader mondial de ces plateformes pour les professionnels, un des équivalents YouTube, mais propriétaires, où les contenus ne sont pas partagés, mais maîtrisés par les éditeurs, au sens le plus large. Hiromedia, c'était les ad-serveurs vidéo, donc tout ce qui était monétisation du contenu vidéo. Jivox, c'était les vidéos interactives. Vous voyez, donc j'ai toujours été sur le début de la vague des nouvelles tendances de consommation et d'usage de la vidéo sur Internet. MPP, c'était les modèles économiques. Tout ce qui était comment transformer un visiteur gratuit en acheteur, en abonné. On a déployé ça, par exemple, sur le site de l'Équipe, sur le Parisien, quand Ouyala, Brightcove était utilisé par tous les médias français, avant que YouTube, Dailymotion et puis aujourd'hui, bien sûr, Facebook, proposent leur plateforme gratuitement pour héberger, publier les vidéos en laissant l'éditeur, quand c'est un média, monétiser le cas échéant ou monétisant pour lui. Donc c'est ce que je veux annoncer comme information importante, c'est qu'on est dans une commodification très rapide avec les technologies de l'Internet. Les choses vont très vite. Et en quelques années, des acteurs qui peuvent être des leaders mondiaux dans le domaine des solutions professionnelles peuvent se retrouver disruptés par des solutions gratuites, notamment fournies par les GAFA. Real Time, c'était une solution qui permettait de jouer des vidéos dans les emails. Vous voyez, donc j'étais toujours dans ce type de technologie pour accompagner et fournir des solutions au marché. Power Inbox, c'était la même chose, c'était du DCO, du Dynamic Content Optimization dans les contenus digitaux. Et depuis 2018, j'ai élargi mon spectre à des sujets qui sont la VR et la AR, avec Joan, qui est le leader mondial des plateformes pour publier des contenus 360 et des contenus en réalité virtuelle. C'est une entreprise américaine qui a levé à son tour 100 millions de dollars. Et Blipar, qui est une société anglaise
que je conseille et que je gère sur la France, qui, elle, fournit une plateforme et des solutions de réalité augmentée. On va y revenir tout à l'heure sur qu'est-ce que c'est, comment on peut faire quelque chose de pertinent, comment on peut délivrer de l'expérience avec ce type de contenu, la vidéo, la VR et l'AR. Mais en parallèle, pour assembler l'écosystème et pour faire découvrir les challenges, les enjeux, les meilleures pratiques, apporter des témoignages d'annonceurs, d'éditeurs, j'ai commencé dès 2010, en janvier, à monter des conférences, les conférences Netineo, et j'en ai fait 37 en 7-8 ans. C'est devenu un lieu de rencontre des décideurs de l'écosystème en rassemblant tous les métiers, de la production, de l'édition, de la monétisation, les annonceurs, les agences. Les seuls que finalement on a du mal à avoir dans les conférences, dans les événements, ce sont les utilisateurs finaux. On ne les a que par les instituts de sondage, les instituts d'études comme Médiamétrie ou Kantar Media, qui sont l'un des acteurs qui viennent systématiquement à mes conférences. Ce que j'ai marqué en dessous, et je finirai là-dessus, c'est une compétition que j'ai lancée qui s'appelait les Trophées de la vidéo online, pour assembler encore une fois cet écosystème au travers des meilleures solutions, des meilleurs talents, et que j'ai renommé cette année, pour la 5e édition, les Brand Experience Awards, puisque pour moi, on passe d'une capacité à publier du contenu, à raconter une histoire, à une capacité fournie à l'utilisateur final de vivre le contenu, d'être à l'intérieur, de se faire sa propre expérience. Et donc, c'est un rapide voyage que je vais vous proposer, comment cet univers de la vidéo et des médias est en train d'évoluer. On va commencer par une petite question. Est-ce que vous savez qui est ce joli monsieur avec ces très belles chevelures que je n'ai plus depuis longtemps? Eh bien non, ce n'est pas Flelou. Il s'appelle Jérôme Larrier et je vous expliquerai tout à l'heure, donc je vous encourage à rester jusqu'à la fin, pourquoi il mérite d'être connu, à mon avis. C'est quelqu'un qui a travaillé sur le sujet de la VR il y a quelque temps. Donc on va commencer par un rapide, mais très rapide, je vais aller très vite parce qu'on ne va pas avoir le temps sinon d'aborder les sujets sur les formats expérientiels, et j'ai beaucoup de vidéos à vous montrer. On va aller très vite sur le contexte. Et pour moi, le contexte a complètement changé. Les cartes se redistribuent très vite, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut en avoir conscience. Et j'ai sélectionné un certain nombre d'infos majeures, à mon goût, sur le changement de contexte, avec un consommateur qui a changé et des marques qui elles-mêmes doivent changer, doivent s'adapter. Pourquoi l'expérience? C'est un mot très à la mode. Depuis longtemps, quelque part, on parle de user experience. Aujourd'hui, je pense qu'il faut parler d'expérience de marque. Et c'est pour ça que j'ai donc renommé ma compétition Trophée de la vidéo online, Trophée de l'expérience de marque. On y reviendra, mais on essaiera de comprendre pourquoi l'expérience est importante. Qu'est-ce qu'elle nous apporte? On fera ensuite une analyse personnelle sur la puissance et l'opportunité de chacun des formats, que ce soit la vidéo online, où je travaille depuis maintenant une bonne dizaine d'années, la réalité virtuelle, le 360 que j'associe parce que pour moi, on est dans le même concept d'être immergé au centre du contenu, et la réalité augmentée qui m'apparaît être un format de communication qui, lui, va devenir un média très rapidement. Sans doute, ce ne sera pas le cas pour la réalité virtuelle, on y reviendra. Et puis, une idée ou deux sur comment aller plus loin. Voilà, donc ça va être rapide. Si vous souhaitez les slides, je pourrais vous les transmettre après. Tout d'abord, l'audience a complètement changé. L'audience, la consommation des Français par rapport aux médias, consultez les médias, ceux qui produisent, qui diffusent de l'information, a complètement été bouleversée en quelques années. Et ces slides sont de 2015. Je présentais ça, il y a une conférence en 2015. Médiamétrie m'avait fourni ces slides et on voit bien le temps passé pour les plus de 15 ans globaux en France, près de 5 heures, 300 minutes et plus sur la télé, quel que soit l'écran. Et vous voyez que l'Internet, c'était 140 minutes, plus de 2 heures, et la vidéo représentait déjà 60 minutes, 1 heure. Mais les milléniums, les fameux milléniums, les 15-24 ans, ceux qui sont nés avec Internet, la consommation, elle est plus de 300 minutes, 310 minutes, mais elle était déjà, en 2015, il y a 2 ans, inférieure à 200 minutes, 3 heures. 3 heures par jour en moyenne. J'en suis plus du tout sûr aujourd'hui, comme vous sans doute, ou certains d'entre vous, j'ai des ados ou des jeunes adultes à la maison qui ne regardent plus du tout la télé. S'ils la regardent, c'est sur leur écran mobile ou PC, dans leur chambre et de façon individuelle. Donc la consommation de la télévision linéaire a
complètement changé en l'espace de quelques années avec le développement de la vidéo sur Internet, d'un écran collectif, familial, une expérience partagée. On est passé sur un usage, quand il existe encore pour les milléniums, individuel. Par contre, la consommation de vidéos online sur les plateformes sociales, évidemment, elle explose, surtout pour les milléniums. Le consommateur, il évolue aujourd'hui dans ce que j'appelle, avec en tout cas des super pouvoirs. Pourquoi? Parce qu'il dispose d'un outil magique que nous avons tous maintenant, en l'espace de 10 ans, un peu plus maintenant, 11 ans. Le premier smartphone, iPhone, était sorti en 2006. Ça a complètement révolutionné les usages du mobile. J'étais, avant d'être dans la vidéo, dans les usages mobiles, donc je connaissais bien cette activité. Le mobile est devenu le premier device d'accès à Internet et est en train de passer quelque part à un device exclusif. C'est-à-dire que mes enfants n'utilisent plus quasiment leur ordinateur pour accéder à Internet. Tout se fait sur le mobile. Les réseaux sociaux sont les sites de destination par excellence aujourd'hui sur Internet. Pas seulement, je passe pas dans un usage professionnel évidemment, hein, mais dans un usage individuel, dans un usage d'entertainment, d'information, ou s'amuser. Les réseaux sociaux, c'est là où ça se passe, évidemment. Donc tout ça, c'est un peu des généralités, mais il faut en avoir conscience. Et il y a une explosion de ces réseaux sociaux, même si, avec l'Internet, on dit souvent « the winner takes all », il y a une concentration très très forte sur les fameuses grandes plateformes que vous connaissez, les YouTube, les Facebook, les Pinterest, les SnapPress, qui sont les 4 grands sociaux qui dominent l'univers, le monde. D'accord? Ce n'est pas uniquement un phénomène français, c'est un phénomène global. Le reach, la capacité d'un Facebook aujourd'hui à atteindre des consommateurs, des usagers, est de plus de 2,2 milliards d'utilisateurs uniques, personnes qui viennent au moins une fois tous les mois. Ça change complètement l'univers de l'audiovisuel, évidemment, et de la télévision, pour laquelle, évidemment, beaucoup de contenus ont été produits et continuent à être produits. Le consommateur, il est face aussi à une sursollicitation, face à cette offre de contenu extraordinaire, sursollicitation publicitaire aussi, mais il dispose de super pouvoirs pour arrêter la publicité, soit cognitivement pour plus la voir, donc on sait qu'on ne voit plus les bannières qui nous gênent sur les pages web, et si elles nous gênent tellement, on peut les adbloquer, et aujourd'hui, plus de 35% minimum des Français ont installé un adblocker pour ne plus voir les messages de communication des marques publicitaires qui ont certes été, et qui le sont encore, beaucoup trop interruptives, invasives, interruptives et je ne sais plus quoi. Invasives, non, je l'ai dit. Bon, il y avait 3 adjectifs, je ne les retrouve plus. Résultat des courses, avec l'Internet, en fait, on ne sait plus très bien qui croire. On ne croit plus vraiment les marques et leur communication. On a plus confiance dans ce qui se raconte sur les réseaux sociaux que dans la communication traditionnelle qui était très structurée avec les médias d'un côté qui produisaient de l'information et du contenu, et de l'autre côté, les marques qui le diffusaient via ces médias. Tout le monde est devenu un média, bien sûr les marques, mais bien sûr, chacun d'entre nous en a la capacité, et le rôle des influenceurs devient grandissant. Ils sont devenus des médias puisqu'ils monétisent à leur tour les contenus qu'ils produisent, mais sans avoir toutes les structures habituelles. Cette défiance du consommateur s'exprime dans toutes les études. Aujourd'hui, le consommateur est devenu volage. Il a plus confiance en ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, mais en même temps, il a perdu confiance quelque part dans l'Internet, parce que tout le monde peut y raconter tout et n'importe quoi, et c'est tout le débat des fake news qui apparaît. Dans le monde très professionnel de la communication, ça a évidemment des répercussions très importantes sur la publicité qui finance le contenu, qui finance les médias. La publicité digitale aux États-Unis, en France, est passée devant l'investissement télévisé, qui était le premier des supports médias en achat publicitaire. Et cette consommation est d'autant plus branle-ballée parce que les milléniums ne regardent plus cette télé. Donc il y a une véritable difficulté pour ces entreprises traditionnelles à trouver des sources de financement. Alors je vais essayer de lancer une petite vidéo qui vous montre... Hop, j'ai avancé trop vite. Qui vous montre la complexité du paysage pour les entreprises et leur communication. C'est une vidéo qui a été présentée il y a quelques mois à l'UDECAM en France, qui est assez claire sur cette complexité. Si j'ai un peu de bande passante, c'est bon. Fragmentation des audiences, explosion des data consommateurs, nouveaux concurrents,
La technologie a profondément modifié l'équation marketing pour les annonceurs. Elle offre des options inédites pour toucher des cibles de plus en plus précises. Imaginons qu'une marque cherche à cibler une femme entre 24 et 30 ans, fan de ukulélé et de skateboard, qui a voyagé à l'étranger au cours des 6 derniers mois. Il est possible d'atteindre les cibles qui correspondent à ce portrait robot au meilleur prix. La révolution numérique devait faciliter l'achat média. En réalité, elle a accentué la perception de complexité. Les annonceurs doivent maîtriser une infinité de paramètres en temps réel pour des objectifs de plus en plus sophistiqués. Elle a créé un réseau de nouveaux acteurs, de nouveaux partenaires et de frenemies. Avant, les choses étaient simples dans le monde de l'achat média. Une agence achetait pour le compte d'un annonceur un volume d'inventaire auprès d'un support. C'était avant les ad networks, les ad exchange, les SSP, les DSP, les DMP. Comment s'y retrouver? D'autant que les annonceurs sont confrontés à de nouveaux risques, ad fraud, viewability, brand safety. Et les consommateurs? La défiance n'a jamais été aussi forte. 34% des consommateurs ont un adblock, 50% chez les moins de 30 ans. La question du respect de la vie privée est devenue un enjeu de société. Alors comment dominer cette complexité? Le défi de la simplicité. Voilà, c'était le thème de la rencontre de l'UDECAM. Voilà, le défi de la simplicité, vous l'avez entre vos mains, justement. Oui, comme... C'était donc le thème de cette rencontre de l'UDECAM, c'était en mars dernier, je crois. La simplicité face à cette complexité. Pour l'utilisateur, c'est très facile d'appuyer et d'accéder à Internet, mais derrière, vous n'êtes pas sans ignorer la complexité des technologies qui sont mises en œuvre dans le domaine de la communication, de la publication et de la monétisation des contenus, notamment publicitaires. On arrive à quelque chose qui s'apparente à de l'hyper-personnalisation, y compris sur la vidéo. On est capable, avec les technologies, de créer du contenu en temps réel à l'instant où l'utilisateur arrive sur la page pour lui présenter une publicité, une communication d'entreprise, communication de marque, non seulement créée en direct, en temps réel, mais aussi personnalisée par rapport à qui il est, par rapport à ses intentions d'achat, par rapport au contexte dans lequel il se situe. Donc de la production de contenu qui n'est plus vraiment un storytelling, puisqu'en fait c'est templaté, c'est toujours un contenu produit en direct avec un template, mais ultra personnalisé dans sa segmentation. Excusez-moi, je suis parti dans le mauvais sens. Du coup, pour ceux qui connaissent bien l'univers des médias et de l'achat média, le fameux paid, owned, earned media, il y a les médias, il y a l'audience que j'achète, il y a les médias et l'audience qui m'appartient, mon magasin, mon enseigne, ma carte de visite m'appartient, mon site web m'appartient, donc c'est les médias qui appartiennent à la marque et à l'entreprise. Et puis il y a les earned media, c'est l'audience qui m'est apportée par le bouche à oreille, qui m'est apportée par les réseaux sociaux, et c'est là-dessus que bien sûr les marques ont été bien évidemment et bien logiquement se développer. Aujourd'hui, le problème n'est plus vraiment, et je suis un peu provocateur, de produire le contenu, c'est de savoir comment il va être diffusé, comment il va pouvoir voyager sur les réseaux sociaux avec une promesse qui est que cette audience n'est pas achetée. D'accord ? En fait, elle finit par l'être, évidemment, mais, ou en tout cas, elle est enclenchée, on essaie de l'animer, on essaie d'avoir des médias et des contenus qui soient engageants pour que les utilisateurs les partagent eux-mêmes. On est dans une espèce de maelstrom où finalement, l'objectif des marques est d'attirer l'attention, de comprendre les mécanismes psychologiques du consommateur, ses attentes, les décrypter pour capter son attention et la maintenir avec le contenu. Et c'est bien sûr l'enjeu, ou l'un des enjeux principaux de la vidéo. Et du coup, face à cette sursollicitation, face à cette émergence d'un nouveau consommateur surpuissant, mais aussi d'entreprises qui sont surpuissantes parce que cette technologie s'applique différemment pour les marques et leur communication, l'expérience devient un must-have, pour prendre une terminologie anglaise, parce que l'expérience génère de l'émotion et que les marques, pour laisser une trace mémorielle et ainsi engager le consommateur à partager le contenu sur les réseaux sociaux, mais bien sûr à la fin d'acheter le produit. Les marques en général ont des objectifs financiers, de chiffre d'affaires, de vente, que ce soit sur
le physique avec les magasins, que ce soit sur le digital avec l'e-commerce, il faut créer de l'émotion. Donc l'émotion est devenue un maître mot. Ce n'est pas par hasard, si vous voulez, qu'il y a maintenant, je vais vous montrer la slide dans un instant, les grands GAFA ont racheté des solutions pour reconnaître visuellement les émotions sur nos visages, pour pouvoir les partager, mais aussi pouvoir les décrypter, pouvoir analyser en temps réel si nous percevons de façon positive ou négative les messages, y compris publicitaires, mais pas seulement, que nous voyons sur ces réseaux, et ainsi pouvoir améliorer l'efficacité de la communication. Alors, l'émotion, pourquoi ? Il y a cette phrase de Rousseau qui m'inspire beaucoup. Ce qui nous caractérise en tant qu'être humain, c'est notre raison, c'est notre logique, c'est notre volonté et notre curiosité à comprendre le monde. Mais au final, ce qui nous guide, ce qui nous incite à l'action, c'est l'émotion. Et nous croyons plus en nos émotions et nous nous souvenons beaucoup plus des émotions que des messages que nous avons pu recevoir, qui nous sont transmis par tous ces outils de communication, tous ces points de contact. Chaque jour, chacun d'entre nous, au quotidien, recevrait de l'ordre de 12 000 stimuli de marque dans sa vie. Dans la rue, les affiches, dans les magasins, partout, nous avons des stimuli, des points de contact entre une marque et nous-mêmes pour nous inciter, pour nous rappeler, etc. Et l'émotion est le moyen, effectivement, de se souvenir de façon beaucoup plus forte. Alors, l'expérience, c'est quoi, finalement ? Parce que moi qui viens du monde du digital et des technologies, on parle d'expérience. On parle d'expérience en disant, finalement, il faut qu'on arrive à orchestrer cette communication, ces points de contact, pour délivrer une expérience correcte. Effectivement, si on m'envoie un mauvais message, par exemple quand je viens d'acheter un produit et que je suis retargeté par des plateformes de retargeting, l'expérience va être négative. Donc on va plutôt essayer de travailler sur à quel moment délivrer le bon message à la bonne personne et au bon endroit. Mais finalement, l'expérience, c'est quoi ? C'est le vécu que nous avons des choses. C'est comment nous avons cette capacité à vivre les choses. La différence entre on m'a dit que, par exemple, hier, je parlais avec quelqu'un qui parlait Dar es Salaam, il parlait de son expérience à Dar es Salaam. Si je ne connais pas Dar es Salaam parce que je n'y ai pas été, je ne l'ai pas vécu, j'en ai pas du tout le même souvenir, j'en ai pas du tout la même appréhension. Donc, l'expérience, c'est le fait de faire les choses par soi-même. Et l'homme a cette capacité à vouloir, dès notre plus petite enfance, faire les choses par nous-mêmes. Et c'est ce qui nous donne le fait de l'avoir fait, plutôt que le fait de l'avoir appris par quelqu'un d'autre, d'en avoir été informé, une capacité à contrôler du pouvoir et du libre arbitre parce que nous avons fait l'expérience, nous l'avons vécu. Si vous prenez les échantillons, c'est clairement pour nous délivrer l'expérience du produit et nous prouver par l'expérience que le produit correspond à nos attentes. L'expérience, c'est aussi les émotions les plus puissantes parmi celles que nous pouvons rencontrer et avoir dans notre vie. Et évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure, elle génère l'action. Elle nous différencie, elle nous donne cette capacité de libre arbitre, et ce qui nous permet de nous engager. Pour les entreprises, donc l'enjeu d'être capable de délivrer de l'expérience est monumental. Non seulement ça a moyen de se différencier d'une communication ou de produits basiques, et il y a tous les sujets qui sont à réaliser sur ces aspects-là, dans les points de contact, dans la relation entre la marque et le consommateur, mais c'est aussi une façon de renouer la confiance, de lui donner du pouvoir à ce consommateur, de lui redonner donc ce fameux libre arbitre qui va l'orienter dans ses choix. Construire des expériences de marque, donc c'est se rapprocher, c'est créer de la proximité, c'est créer quelque chose qui soit sans couture, où quelque part le consommateur est reconnu, pour qu'il n'ait pas l'impression d'être un individu parmi tant d'autres, mais plus quelqu'un qui est proche et qui est reconnu par l'entreprise, pour créer de l'affection, pour créer de la valeur ajoutée ou plutôt de la chaleur ajoutée. Okay ? L'enjeu sur l'expérience, c'est de renouer ce climat de confiance finalement avec le consommateur et d'avoir une relation qui quelque part, dans le monde du digital ou le monde des médias ou le monde de la com, au marketing, on dit il y a un prospect et à un moment il achète et il devient un client et il faut réussir à renouer cet acte d'achat en le ramenant lors de sa prochaine occasion d'achat vers la marque pour qu'il rachète. Je pense qu'aujourd'hui, la relation de fidélisation, elle doit se faire dès le début du point de contact, dès le premier point de contact, pour que la communication d'entreprise
vis-à-vis du consommateur. Et encore une fois, je le dis de façon très générique, que ce soit de la publicité, que ce soit du brand content, que ce soit quel que soit le type de contenu, il faut réussir à le fidéliser dès le premier point de contact pour lui donner envie d'avoir de nouveau un point de contact, un message, une communication. Il faut que la communication des entreprises devienne non plus subie par les consommateurs, ils ont des super pouvoirs aujourd'hui pour la rejeter massivement, mais qu'elle devienne désirée par le consommateur et qu'il en redemande. Alors c'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire. Et au final, donc, la marque a comme mission de construire des expériences. Et cette expérience va non seulement construire sa relation avec le consommateur, mais elle va construire sa marque également. D'où cette notion d'expérience de marque. Alors, voilà, c'était mon introduction. Ce que je vous propose, c'est d'aborder maintenant les différents formats qui sont à notre disposition. La vidéo, clairement, définitivement, s'est imposée sur Internet. Ce n'est pas une surprise. La vidéo a toujours été le format que nous avons apprécié. C'est un moyen d'être immergé. Rien n'est plus fort qu'une salle de cinéma aujourd'hui pour nous immerger. On verra que la VR peut le faire également une fois qu'elle aura résolu un certain nombre de problèmes techniques. Bien sûr, la vidéo online, ça rend le contenu disponible à tout moment, en tout lieu, pour s'informer, pour se divertir, communiquer, partager, s'instruire. Cette capacité qu'a la vidéo à nous attirer l'attention à une fraction de seconde, et je vais vous montrer deux petits exemples que je trouve assez représentatifs, pour nous immerger émotionnellement et cognitivement, créer de l'empathie. Bref, ça dépend bien naturellement du contenu, ce n'est pas le format qui va faire le contenu, c'est cette capacité à créer de l'émotion par une histoire pertinente, qui peut être artistique, qui peut nous donner envie, qui peut nous présenter des choses de façon très, très pertinente. L'inconvénient de la vidéo sur Internet, malgré tout, même si on ne parle que de ça, c'est que c'est devenu une commodité. C'est devenu un lieu commun. Toutes les entreprises, aujourd'hui, peuvent facilement faire de la vidéo. Les prix ont baissé pour produire, pour publier, ça ne coûte plus rien. Pour monétiser ou trouver un modèle économique, c'est difficile. C'est plus différenciant pour une marque de faire de la vidéo. C'est sans doute c'est l'une de ses faiblesses. Ça reste absolument incontournable. Cette slide vient du SRI qui fait chaque année ou tous les 6 mois un baromètre. On voit les grandes tendances en France programmatiques, c'est les achats très segmentés, dynamiques en temps réel sur Internet, la vidéo en forte croissance, le mobile en forte croissance, les réseaux sociaux en grande croissance. Donc quand on arrive à combiner ce quartet gagnant, évidemment, on a les éléments de base pour réussir la recette et trouver son public. Quelque part, évidemment, maintenant, l'objectif, c'est plus de faire de la vidéo pour la vidéo, c'est plus différenciant, c'est d'aller travailler sur des usages les plus pertinents et donc, quelque part, s'adapter à l'utilisation première de la vidéo qui est d'abord native, d'abord dédiée à l'Internet, en grande partie, puisque c'est là que ça sert à la consommation et quand on pousse aux réseaux sociaux. Et quand on est sur un mobile, ça veut dire comment ? Ça veut dire qu'on ne regarde plus en format 16/9 ou 4/3, mais qu'on est dans un format vertical ou dans un format carré. Et donc ça change complètement la façon dont on doit appréhender la conception, la réalisation, la production du contenu. Sur les réseaux sociaux, la consommation, les vidéos par défaut sur Facebook sont lancées sans le son. Donc ce qui nous permettait d'attirer l'attention grâce à une émotion avec le son, on ne peut plus le faire. Par contre, il faut réussir d'une autre façon à capter l'attention. Et donc, on va utiliser des sous-titres quand on veut être auprès de cette audience sur les réseaux sociaux. L'indexation par les métadatas, c'est quelque chose d'extrêmement important. Bien sûr, susciter l'intérêt dès la première seconde et être super pertinent avec une punchline. Donc, au-delà de ça, il faut avoir son style, il faut trouver son code, trouver son format, être authentique. Narration créative, intelligente, un style, voilà. Donc on est dans, ok, au-delà de, puisque tout le monde fait de la vidéo, qu'est-ce qui va caractériser ma marque ? Alors, juste une petite vidéo, je trouve intéressante dans son amorce, qui est un format classique, pour démontrer un peu le discours sur comment le son et le storytelling va nous emmener sur quelque chose. Ça démarre comme ça.
Jake, and thank you for visiting because I have been stuck in this chair for weeks. Why, you ask? Let me tell you. It's because of this. And what is that? Well, my dear friend, as you may know, I have cancer, and to try and stop it from spreading, they removed a lot of flesh, muscle, tissue, and bone, and replaced it with something else. And that got me thinking about what makes you, you, which then in turn got me thinking about paradoxes, specifically logical paradoxes or thought experiments. You know, there is one in particular that pertains to the removal and replacement of certain things. Let's go outside. Quick little side. Bon. Ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont la conversation s'engage. Il s'adresse à nous. La musique nous introduit dans l'histoire. Et le personnage est quand même assez insolite. Et il nous raconte quoi? L'histoire de paradoxe et de la psychologie très avancée. Et bien ce gars-là, avec ses vidéos autoproduites, a des millions de followers sur YouTube aux États-Unis pour nous emmener dans des histoires qui sont extrêmement bien construites. Autre chose, bien sûr, vous connaissez tous les formats bruts. Donc on est ici sur un format carré. Tout de suite, voilà, donc on va retrouver la notion de sous-titrage, la notion de créer de l'émotion. Toujours vérifier la source de l'image, qui l'a posté et quand. Je pense que c'est le bon moment pour, avant d'entrer dans l'adolescence, de leur donner ces clés. Voilà, création d'émotions. Celle-ci a fait le tour du monde, évidemment. C'était en début d'année, avec les... Us kids don't know what we're talking about, that we're too young to understand how the government works. We call BS! C'était je ne sais plus si c'est passé aux États-Unis, le massacre dans une école. Et je ne me souviens plus de son nom. Bon, voilà, donc la vidéo, je ne vais pas vous faire un sujet sur la vidéo plus que ça, parce que vous êtes tous des professionnels de la création de contenu. Mais ce que je voulais passer comme message, c'est qu'il faut s'adapter aux usages. Les usages ont changé. Ici, on a vu des illustrations, format carré, format vertical, sous-titrage, générer de l'émotion, générer de l'intérêt dès la première seconde. La vidéo, clairement, sa puissance, c'est de nous donner la capacité d'observer avec les yeux, avec les oreilles, avec l'ouïe. Or, de nouveaux formats sont accessibles maintenant sur Internet qui nous permettent d'aller plus loin que la simple observation. Et je vais rentrer ainsi sur des formats expérientiels, des formats immersifs, mais au-delà d'être immersifs, ils sont d'abord expérientiels parce que la vidéo est immersive, lire un texte est immersif dans le sens où ça nous emmène ailleurs par la pensée. Les formats expérientiels donnent la capacité à l'utilisateur de se déplacer dans le contenu. Ce n'est pas le cas avec les autres contenus. Ils nous donnent la possibilité de manipuler le contenu et donc de faire appel à d'autres capacités proprioceptives, d'autres capacités physiologiques au-delà de l'ouïe et de la vision pour nous permettre de toucher le contenu ou de le manipuler sur un écran en tout cas, de façon virtuelle, de façon digitale. Et aussi, et enfin, de communiquer dans le contenu. Donc vous voyez qu'on a d'autres leviers pour créer cette immersion, créer cet engagement, créer ce désir et cette capacité à faire que l'utilisateur va pénétrer dans l'univers qui lui est proposé par la marque et pouvoir jouer avec et être l'acteur. Au lieu d'être spectateur d'une histoire qu'on lui raconte, il devient l'acteur. C'est son histoire, c'est son expérience. C'est pas la même pour tout le monde. C'est ça la puissance de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Ça va, je vous propose de regarder une petite vidéo très inspirationnelle par une célébrité, pareil, sur les réseaux sociaux aux États-Unis, qui nous traite de la puissance des médias immersifs ou expérientiels. Il s'appelle Jason Silva. Je ne sais pas si on regardera toute sa vidéo. We are witnessing the birth of the age of virtual reality. But the truth of the matter is that all realities are virtual. All right? We see the world as mediated through the sense impressions that our brains interpret that come in through our senses. Our world is already a construction. Further cognitive biases are imposed upon perception by our cultural operating system, by the language in which we speak, by our religious affiliations, and by our preconceptions and prejudices. So all realities are colored, all realities are virtual.
But that doesn't make them any less real because they are still patterns of information. In other words, your filter bubble is as real as any other reality. The dream is real when you're in it. You simultaneously create and perceive your world, like they say in the film Inception. What's exciting about the nascent industry of virtual reality is that we're finally accepting the fact that reality is just a word and it has quotation marks around it, as Joseph Campbell says. And so we're freeing ourselves from the notion that we need to be coupled to any one self-limiting reality tunnel and instead are liberating our imagination to move into spaces and places where we can play. Diane Ackerman talks about the power of deep play. Janet Murray in her book Hamlet on the Holodeck talks about the power of immersion. Diane Slattery says that immersion, absolute unmixed attention, is a prerequisite for interpersonal experiences of transformation and education and persuasion to take place. So what's exciting about virtual reality is that it's reconnecting us with feelings of deep presence. It's reconnecting us with that childlike sense of first sight, unencumbered by knowingness. VR potentially is a pathway back into the sacred now, a digitally mediated mystical experience, an encounter with what matters. Now, as a tool for increased compassion, as a tool for increased creativity, as a tool or a module to experience the astronaut overview effect, to be ripped from your everyday banal reality and connect with the sacred, connect with the awe-inspiring, we know from scientists that experiences of awe stretch our mental models and force us to accommodate ourselves to new possibilities, and that these experiences of cognitive ecstasy leave us with increased compassion, increased creativity, increased well-being, and increased gratitude, blowing our own minds with awe, creating alternative realities and losing ourselves in these exquisite renderings of mind and meaning is fucking therapy. So virtual reality potentially is therapy, and anything less would be a travesty. That, my friends, is the potential of virtual reality. Je trouve qu'il le dit bien, hein. Ça va vite. Hein. Ça va très vite. Moi, je les ai relus plusieurs fois avec les sous-titres parce qu'il avale à toute vitesse, mais il nous fait, je trouve, une belle démonstration de cette capacité à nous emmener dans son monde et nous expliquer qu'on peut jouer avec le contenu, qu'on est transposé. Et au final, la réalité virtuelle, c'est un peu le rêve éveillé, ok ? Ce qu'on appelle en anglais le lucid dream, cette capacité à, tout en étant éveillé, vivre un rêve parce que immergé dans le contenu. Quand c'est de qualité, évidemment, puisque l'un des problèmes reste à résoudre, c'est, on va y revenir dans un petit instant, les limites de la réalité virtuelle. On me donne 5 minutes, donc je vais accélérer. Donc tout ça, ça a été évoqué si vous étiez à la présentation tout à l'heure. Quand on va plus loin, c'est pas que la 5G, c'est aussi la capacité des ordinateurs, l'intelligence artificielle, mais c'est surtout sur la réalité augmentée, j'y reviendrai, et puis le cloud pour analyser et traiter tout ça. Ce n'est pas des sujets nouveaux, la réalité virtuelle existe depuis 1962, la machine qu'on voit s'appelle le Sensorama 1962. La réalité virtuelle, elle nous transporte dans un autre univers, hein, je reviens sur cette notion de... On est transporté cérébralement, cognitivement ailleurs, par des images qui peuvent être des images réelles diffusées en temps réel, parce que c'est une diffusion 360, ou un univers virtuel fabriqué par des outils comme Unity, par exemple, qui est un outil de création de monde virtuel. Alors ce monsieur s'appelle Jason Larrier, c'est lui qui a inventé la terminologie de la réalité virtuelle, et j'ai trouvé très intéressant quand j'ai trouvé cette image de ce monsieur, qui a par ailleurs porté des propos très intéressants. Je vous encourage d'aller lire ce qu'il a écrit sur le danger de l'Internet, le danger du deep learning, de l'intelligence artificielle et les travers que ça peut générer. Mais quand James Cameron a fait le film Avatar, qui a été l'un des plus grands succès au monde du cinéma, je pense qu'il s'est directement inspiré de ce monsieur, Jason Larrier. Je ne vais pas vous montrer ça, c'était simplement la différence entre une vidéo 2D, un console d'Elton John, dans les années 70, et une refonte en 360 qui nous permet de choisir notre angle de vue, de nous immerger, d'être sur scène avec Elton John, refabriqué avec des images de synthèse. Donc c'est un truc sympa, ça sert à plein de choses, on va pas revenir là-dessus, il y a le jeu, il y a les concerts, il y a le sport, etc., etc. Donc ça nous plonge au milieu de l'univers et ça nous donne un degré de liberté,
multiples pour voir ce qu'on a envie de voir, et c'est nous qui nous racontons l'histoire qu'on a envie de voir. Notre champ de vision, notre acuité visuelle, on voit très clair sur un champ qui est très limité. Donc le problème, c'est quand on a 360 degrés, que faut-il regarder? Donc ça pose le problème de la narration, de la production du visuel. Un problème majeur pour la réalité virtuelle, c'est les casques, c'est le device qui permet d'y accéder, et c'est en cela que ce n'est pas déployable à grande échelle. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde. Alors je suis passé sur la réalité augmentée, c'était pas déployable. Donc sur la réalité augmentée, je vais aller vite puisqu'il me reste peu de temps jusqu'à écart, c'est autre chose. C'est de reconnaître et de reconnecter le monde qui nous entoure avec de l'information qu'on va aller chercher sur le digital, dans le cloud. Ou encore à l'intérieur de son application quand on a téléchargé tout le contenu. Ça fait sens quand on n'a pas de connexion à l'intérieur des bâtiments, par exemple, dans une station de métro, sous terre, etc. Je travaille pour une entreprise qui s'appelle Blipar, qui est le leader mondial dans ce domaine-là. 200 personnes, 100 millions de dollars pour créer la technologie, la plateforme, qui vous permet sur votre smartphone, donc accessible à 2 milliards aujourd'hui de téléphones et très vite tous les smartphones, de reconnaître le monde qui nous entoure. Et tous les gens à qui j'ai pu faire la démo ont été assez bluffés parce que c'est vrai que ça nous emmène sur voilà ce que je vois, voilà ce que tu peux trouver comme contenu additionnel sur Internet sur ce propos-là. La réalité augmentée, c'est Pokémon qui l'a lancé, qui l'a démocratisé, enfin plutôt qui l'a promu avec un succès planétaire. À mon avis, elle va se développer maintenant de façon rapide parce qu'elle est scalable et qu'elle coûte pas grand-chose à mettre en place. C'est un moyen évidemment de créer de l'expérience et elle s'applique, cette réalité augmentée, avant, pendant et après l'acte d'achat. Évidemment, pour les marques, c'est quelque chose de majeur parce qu'on peut faire des expériences en réalité augmentée sans avoir à télécharger d'application, directement dans son navigateur mobile. On peut simuler le monde visuellement et beaucoup de nos choix sont des choix visuels. La façon dont on s'habille, la façon dont on habille l'espace autour de nous, la fameuse expérience Ikea. Mais c'est aussi un moyen de recréer un point de contact avec le consommateur pour la marque après l'achat, en reconnaissant le produit, en reconnaissant le packaging et en créant une expérience. Je vais vous montrer des choses qui sont... je vais aller très très vite pour rester dans les temps. Bon alors, Monsieur Tim Cook dit que ça va devenir aussi incontournable que de manger 3 fois par jour, la réalité augmentée. Donc les ambitions des GAFA sur le sujet sont majeures, et c'est ça aussi qui va assurer son développement. Bon, ça c'est une expérience directement browser-based, on va passer. Je vais vous montrer des expériences, je pourrais vous en montrer sur vos téléphones. Je vais vous montrer un truc que je trouve vraiment intéressant sur le futur. C'est la navigation ou l'assistance visuelle à l'extérieur des bâtiments. Je reconnais les lieux avec mon téléphone et je suis capable d'afficher le chemin et les informations pertinentes pour aller à l'endroit où je le souhaite. Ok ? Et ça se traduit aussi de façon très concrète, puisque là, dans les lieux publics, indoor, à l'intérieur des bâtiments, et je vous montre ce qu'on est en train de déployer en Angleterre, dans une grande surface. C'est vraiment de l'expérience en supermarché ou dans des malls pour aider le consommateur à trouver le produit qu'il recherche en lui affichant le chemin. L'ambition poursuivie par le distributeur est d'aller bien au-delà de ça pour lui permettre, avec son smartphone, d'acheter le produit dans le magasin et d'ainsi remplacer les scanners que vous savez on trouve dans les grandes surfaces. Donc vous voyez l'expérience. Je cherche un produit que je n'ai pas l'habitude d'acheter. Ça m'emmène vers ce produit, ça m'affiche le chemin, ça peut m'afficher évidemment le temps qu'il me faut, le nombre de mètres, etc. Et ça va me permettre de l'acheter. Une autre vidéo que je vous montre pour moi qui sera peut-être le futur de la communication, ou l'un des futurs, un nouveau média, c'est l'augmentation du monde qui nous entoure à partir de son smartphone. À partir du moment où je suis capable d'afficher une augmentation pour m'informer sur ce qui est autour de moi, je suis capable, et là vous voyez c'est l'intérieur de bureau, vous avez l'image à gauche et l'image à droite. L'image à gauche c'est celle qui est la vue du smartphone, celle de droite c'est l'image augmentée, alors là c'est l'augmentée, où dynamiquement on peut informer, mettre des informations éditoriales, contextuelles, publicitaires, et ces publicités bien évidemment peuvent être alimentées par les plateformes programmatiques digitales. Et donc chacun d'entre nous, dans son usage, va potentiellement avoir des informations tout à fait personnalisées, en temps réel,
à l'intérieur de bâtiments. Donc c'est un enjeu majeur pour les gens qui font de l'affichage, évidemment. C'est une forme de concurrence du monde digital qui vient, si demain ça se développait, hein, c'est Inception le film, hein, vous apporter des informations pertinentes en temps réel. Pertinentes, encore faut-il qu'elles le soient. Alors ça a été mentionné tout à l'heure, Magic Leap. Hein. Magic Leap, c'est une société américaine très intéressante parce qu'elle n'est pas dans la Silicon Valley. Bon, la vidéo est un peu longue, c'est le fondateur qui parle de ce qu'il est en train de faire. C'est une paire de lunettes. On a commencé à voir le form factor, où finalement on combine réalité augmentée et réalité virtuelle. C'est surtout de la réalité augmentée. Et on attend ce device rapidement, et peut-être qu'il va gagner une audience très significative et changer complètement la chose. Donc une histoire à suivre, Magic Leap, 2 milliards de dollars de levée de fonds, hein, pour financer cette création qui pourrait changer complètement les services disponibles en réalité augmentée et réalité virtuelle. J'ai une autre vidéo de Jason Silva, cette fois-ci sur la réalité augmentée, mais j'ai peur qu'on soit court en temps. Elle est très sympa. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la voir ou vous voulez poser des questions ou est-ce qu'il faut qu'on arrête? Dites-moi. On la voit? Allez, vous allez voir, elle est sympa aussi. Hein. Mais regardez sur Jason Silva sur YouTube, c'est super ce qu'il fait. Enfin, il raconte sa vision du futur. Elle se lance. One of the most fascinating and emerging fields right now is the field of augmented reality, which raises, I think, all kinds of metaphysical questions about reality to begin with. I mean, we know from neuroscience that reality is coupled to perception, and we know from neuroscience that perception is skewed. So the reality within which we live normally, that analog reality, still has built-in cognitive slippages and biases, not to mention the cultural reality tunnel within which we live, not to mention the language we speak. All these things inform our world. So what is real? Let's start with that. We don't even know. But there's no reason why we can't in turn augment what is already mediated by perception. And this is where augmented reality comes into play. It's a second skin, it's a second layer that we wear on top of our bodies, freeing us from the limitations of biology, making the world an extension of mind, making the world our mind turned inside out, where interesting wisdom, knowledge, tidbits, stimulation, novelty is fed a la carte, on demand, served up for your frontal lobe, serendipitously, enchanting the world, impregnating the world with a kind of magic. As I imagine, so it becomes, and this is the very essence of magic. So augmented reality, it'll change everything. It'll be the beginning of what Terence McKenna says, human beings, humanity moving into the imagination, inhabiting the imagination. Now I realize that this interpretation of augmented reality is a bit utopian. There's a kind of dreamy quality to this beatific vision that I'm painting for you, but there's enough doom and gloom, there's enough scare and despair out in the mediascape today. So why not imagine all the ways in which these instruments could be used to increase the fidelity of the human experience. More love, more awe, more wonder, more serendipity, more curiosity, more of it all, my friends. So let's do this. Let's build this world. Let's upgrade our consciousness. The augmented reality revolution, my friends, could be the beginning of such a dream. Il est bon, hein? Ok, allez, pour finir, je vous donne rendez-vous sur le langage de la pensée, une autre forme d'interface qui est en train de se préparer. Lors de la remise des prix des Brain Experience Awards, c'est le 11 juin prochain à Paris. Si vous êtes intéressés, venez me voir, j'ai des invitations. On sera dans une soirée dédiée à l'expérience avec des démonstrations incroyables, donc langage de la pensée, hologramme, et puis les prix remis aux gagnants dans chacune des catégories. On a eu des choses très intéressantes, au-delà de la vidéo, AR, VR, et toute forme d'expérience, qu'elle soit digitale ou pas. C'est le futur, à mon avis, de la communication des marques. Merci beaucoup. Désolé pour le retard.